La barre de traction trembla lorsque les bras de Léna Dubois cédèrent à la troisième répétition. Son corps heurta le sable avec un bruit sourd, provoquant des ricanements dans la file de recrues des troupes de marine derrière elle. Thomas Chevalier, 1,88 m de pur muscle et d'arrogance, s'avança avec un sourire qui aurait pu couper du verre. C'est pathétique. La voix de Chevalier résonna sur le terrain d'entraînement, assez fort pour que toute la section l'entende. Ma petite sœur ferait mieux, et elle a 12 ans. Le rire qui éclata fut comme des aiguilles contre la peau de Léna alors qu'elle se relevait péniblement, le sable collant à son uniforme trempé de sueur. L'instructeur-chef Bernard siffla, un son aigu et perçant. « Dubois, vous faites honte au corps avant même d'avoir gagné le droit de vous appeler Marsouin. » Son visage buriné ne montrait aucune pitié, aucune compréhension pour la jeune femme de 24 ans qui semblait échouer à chaque tâche qu'on lui confiait. Depuis la tour d'observation, le commandant Valois observait à travers ses jumelles, la mâchoire crispée de frustration. C'était le camp de Satori, là où les marsouins étaient forgés dans l'acier et la détermination. Pas dans cette démonstration de faiblesse, quelle qu'elle soit. Mais dans exactement 18 minutes, lorsque l'uniforme de Léna se déchirera pendant l'entraînement au combat, tout le monde dans ce camp découvrira qu'ils ont assisté à l'opération d'infiltration la plus élaborée de l'histoire des troupes de marine. Et le secret que Léna porte sous sa chemise réécrira tout ce qu'il pensait savoir sur la force, le sacrifice et le véritable sens du service à son pays. Léna était arrivée au camp de Satori 3 jours plus tôt dans une Peugeot 206 déglinguée qui semblait avoir connu des décennies meilleures. La peinture était passée, le pare-choc tenait avec du ruban adhésif, et quand elle l'avait garé sur le parking des visiteurs, Chevalier avait éclaté de rire. « Regardez-moi ça !» avait-il crié à sa bande, en montrant la berline rouillée. À la maman de quelqu'un a déposé son gamin dans le tas de ferraille familial. Le processus d'enregistrement avait été tout aussi humiliant. Les mains de Léna avaient tremblé en remplissant les formulaires, son stylo sautant sur les pages comme si chaque question la rendait nerveuse. L'employé administratif avait levé les yeux au ciel, marmonnant quelque chose sur les gens qui n'étaient pas prêts pour l'engagement que le corps exigeait. Dans la chambrée, l'attribution du lit de Léna l'avait immédiatement marquée comme une paria. Les autres recrues féminines, sentant la faiblesse comme un requin sent le sang, s'étaient regroupées, la laissant seule dans son coin. Ses bagages, tenus par encore plus de rubans adhésifs et d'épingles à nourrice, avaient attiré des chuchotements et des regards insistants. Le mess avait été le premier véritable test d'endurance de Léna. Elle avait saisi son plateau avec des mains tremblantes, naviguant dans la file comme si elle n'avait jamais vu de nourriture militaire auparavant. Lorsqu'elle avait voulu prendre un verre d'eau, sa prise nerveuse avait fait tomber tout le plateau dans un grand fracas. La sauce bolognaise avait éclaboussé ses rangers et le sol environnant. Le silence avait duré exactement 3 secondes avant que la table de Chevalier n'explose de rire. « Exceptionnel !» avait-il beuglé, en applaudissant. « On a une vraie guerrière ici, les gars. Elle ne peut même pas gérer un plateau repas sans demander une frappe aérienne. » Léna s'était agenouillée pour nettoyer le désordre, le visage brûlant de honte alors que les autres recrues l'évitaient comme si elle était une pièce d'équipement cassée. Mais si quelqu'un avait été vraiment attentif, il aurait pu remarquer la précision de ses mouvements alors qu'elle ramassait chaque morceau de nourriture. La façon dont elle pliait les serviettes en papier. Avec des coins militaires, l'efficacité exercée de quelqu'un qui avait nettoyé des dégâts bien pires dans des endroits bien plus dangereux. Cette nuit-là, seule dans sa couchette, Léna avait sorti une petite photo usée de ses effets personnels. L'image montrait une version plus jeune d'elle-même debout à côté d'un homme en tenue de cérémonie, la poitrine décorée de rubans et de médailles. Mais plus important encore, dans le coin de la photo, à peine visible, il y avait un bracelet d'hôpital autour du poignet de Léna et le faible contour d'un pansement chirurgical sur sa poitrine. Elle avait tracé l'image du doigt, ses lèvres bougeant silencieusement comme si elle parlait à l'homme sur la photo. Puis, entendant des pas, elle avait rapidement rangé la photo et s'était allongée, sa respiration lente et contrôlée malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en elle. Le matin suivant apporta le premier test d'aptitude physique, et la performance de Léna avait été spectaculairement désastreuse. Pendant la course de 5 km, elle était tombée derrière le peloton dès le premier kilomètre, sa respiration saccadée et son rythme inégal. Chevalier avait couru à reculons à côté d'elle, criant des encouragements qui dégoulinaient de sarcasme. « Allez, Dubois. Ma grand-mère bouge plus vite que ça, et elle est morte depuis 10 ans. » Sa bande avait ri à s'en couper le souffle, ajoutant de temps en temps leurs propres commentaires sur la tentative pathétique de Léna de suivre le rythme. Ce que personne n'avait remarqué, c'est que malgré son épuisement apparent, la respiration de Léna restait rythmée et contrôlée, suivant le modèle enseigné dans l'entraînement d'endurance avancée. Ses foulées, bien qu'apparemment maladroites, tombaient en parfaite cadence, et son gainage restait stable, même lorsqu'elle faisait semblant de lutter.
Le parcours du combattant avait été encore pire. Lena s'était approchée du premier mur comme si elle n'avait jamais vu de défi physique de sa vie. Elle avait sauté 3 fois pour attraper la corde, puis avait glissé et était tombée dans la fosse de boue en contrebas, émergeant couverte de gadoue brune et semblant vouloir disparaître complètement. C'est embarrassant, avait chuchoté Jessica Leroy, une autre recrue féminine, assez fort pour que Lena l'entende. Elle nous fait toutes passer pour des nuls. Ils vont penser que les femmes n'ont pas leur place ici à cause d'elles. Chevalier avait organisé un pari avec ses partisans sur la durée de survie de Lena. Je lui donne 2 jours de plus, avait-il annoncé pendant le rassemblement du soir. Peut-être 3 si elle est trop stupide pour abandonner quand elle le devrait. Mais la recrue Martin, un jeune homme discret originaire de l'Allier qui observait attentivement Lena, avait remarqué quelque chose que les autres avaient manqué. Quand Lena était tombée de la corde, son corps s'était tordu en l'air, exécutant ce qui ressemblait à une chute maladroite, mais qui était en fait une roulade de protection de manuel qui répartissait parfaitement l'impact. Ses mains, lorsqu'elle avait saisi la corde, montraient des callosités et des marques qui suggéraient un entraînement intensif avec un équipement similaire. Lors de l'entraînement au tir, la performance de Lena avait été peut-être la plus exaspérante de toutes. Elle s'était approchée du HK-416F comme si c'était un serpent dangereux, le tenant maladroitement et tressaillant à chaque fois qu'elle appuyait sur la détente. Ses tirs étaient partis dans tous les sens, touchant à peine la cible à 25 mètres. C'est un danger pour la sécurité, avait déclaré Chevalier après avoir observé le 5e échec consécutif de Lena. Ah, elle va faire tuer des marsouins sur le terrain. Nous devons la faire partir d'ici avant qu'elle ne blesse quelqu'un. L'instructeur-chef Bernard avait été forcé d'être d'accord. Dubois, reculé de la ligne de tir. C'est terminé pour aujourd'hui. Sa voix portait un mélange de déception et d'une réelle inquiétude que Lena puisse accidentellement tirer sur une autre recrue. Mais alors que Lena lui remettait le fusil, Bernard avait remarqué quelque chose qui l'avait fait marquer une pause. Sa prise sur l'arme avait été parfaite, le placement de ses doigts précis, et la façon dont elle avait vidé la chambre et enclenché la sécurité avait été exécutée avec le genre de mémoire musculaire qui vient de milliers d'heures de pratique. Le bracelet d'alerte médicale de Lena contenait une technologie de suivi GPS avancée. Initialement développé pour le personnel militaire à haut risque déployé en territoires hostiles, le dispositif de communication crypté dissimulé à l'intérieur semblait être un équipement médical standard, mais il disposait de capacités de connectivité par satellite qui maintenaient une transmission de données sécurisée, même lorsque les réseaux de communication conventionnels étaient compromis par des interférences ennemies. Le point de rupture est survenu la 3e nuit, lorsque Lena s'était portée volontaire pour une corvée supplémentaire de nettoyage des chambrées. Elle pensait être seule, travaillant méthodiquement à sa tâche, lorsque Chevalier et 3 de ses acolytes l'avaient coincée dans le local à matériel. « Écoute-moi bien, l'assister », avait dit Chevalier, bloquant la porte avec sa carrure imposante. « Tu tires toute la section vers le bas. De vrais marsouins vont mourir à cause de maillons faibles comme toi. » Jessica Leroy s'était avancée, sa voix tranchante avec une inquiétude fabriquée. « On essaie de t'aider, Lena. Ce n'est pas un endroit pour les gens qui n'ont pas le niveau. Tu devrais peut-être envisager une autre carrière, quelque chose de plus adapté. » Lena avait continué à ranger les produits de nettoyage, ses mouvements stables et précis. « Je suis ici pour devenir un marsouin », avait-elle dit calmement, sans lever les yeux de son travail. « Ah ouais !» Chevalier avait arraché un balai de ses mains, le jetant à travers la pièce. « Eh bien, les marsouins ne lâchent pas à 3 tractions. Les marsouins ne manquent pas leur cible à 25 mètres, et les marsouins ne se pointent certainement pas avec un équipement qui semble avoir été acheté dans un vide-grenier. » La confrontation avait rapidement dégénéré. Chevalier avait renversé les fournitures soigneusement organisées de Lena, envoyant des bouteilles de déterge rouler sur le sol. Quand Lena s'était agenouillée pour les ramasser, le roi lui avait accidentellement marché sur les doigts, appuyant juste assez fort pour la faire grimacer. « Oups !» avait dit le roi avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Tu devrais peut-être faire plus attention où tu mets tes mains. » Lena les avait alors regardés, ses yeux sombres, fixes et sans ciller. Pendant un instant, quelque chose avait traversé son visage qui avait fait reculer inconsciemment Chevalier d'un pas. C'était parti si vite qu'il ne pouvait être sûr de l'avoir vu, mais il avait eu l'impression de regarder dans les yeux d'un prédateur évaluant sa proie. « Je ferai plus attention », avait dit doucement Lena, rassemblant les fournitures éparpillées avec une précision délibérée. Ce week-end-là, lors de leur première permission, la plupart des recrues s'étaient rendues en ville pour décompresser. Lena était restée sur la base, prétextant devoir rattraper ses études. Ce qu'elle avait réellement fait, c'était une reconnaissance approfondie des bureaux administratifs de la base, se déplaçant avec la furtivité exercée de quelqu'un entraîné à l'infiltration.
Léna avait crocheté la serrure du bureau des archives en utilisant un outil caché à l'intérieur de ce qui semblait être un porte-mine standard. Ses mouvements avaient été rapides et efficaces alors qu'elle accédait au système de classement confidentiel et photographiait des documents spécifiques relatifs à l'opération Marteau. Les dossiers qu'elle avait découverts étaient troublants. Des rapports de pertes qui ne correspondaient pas aux chiffres officiels, des journaux de communication avec des lacunes suspectes, et surtout, une liste du personnel présent lors des phases de planification de la dernière mission de son père. Un nom ressortait de manière proéminente, le colonel Fournier, actuellement en poste au Ballard Gun, mais auparavant commandant des opérations au Sahel. Léna avait mémorisé chaque détail avant de replacer soigneusement les dossiers et de sécuriser le bureau exactement comme elle l'avait trouvé. La voix de son père avait résonné dans son esprit pendant qu'elle travaillait. « Laisse toujours un endroit plus propre que tu ne l'as trouvé, Léna. Personne ne remarque ce qui n'est pas là. » La semaine suivante apporta un entraînement au combat avancé, et les échecs continus de Léna avaient atteint un statut légendaire parmi les recrues. Pendant l'instruction au corps à corps, elle avait laissé Chevalier la projeter comme une poupée de chiffon, semblant incapable d'exécuter même les mouvements défensifs les plus basiques. « C'est pénible à regarder », avait marmonné l'un des instructeurs alors que Léna atterrissait lourdement sur le tapis pour la 6e fois en 10 minutes. Chevalier était dans son élément, démontrant des techniques sur Léna comme si elle était un mannequin d'entraînement. « La clé, c'est le levier », avait-il expliqué au groupe rassemblé tout en maintenant Léna dans une prise de soumission. Même quelqu'un de faible comme Dubois ici peut se défendre si elle connaît les bonnes mécaniques. Léna avait tapé immédiatement, haletant et se frottant le bras comme si Chevalier l'avait réellement blessé. Mais Martin, qui observait toujours attentivement depuis le bord, avait remarqué que la respiration de Léna n'avait jamais changé, et que la façon dont elle avait positionné son corps pendant la prise l'avait en fait protégée de tout dommage réel. Lors de l'entraînement à l'orientation dans les bois autour du camp de Satori, Léna avait réussi à se perdre de manière spectaculaire. Elle était sortie de la lisière des arbres 3 heures après tout le monde, son uniforme déchiré et son visage égratigné, prétendant s'être trompée de direction et avoir suivi le mauvais ruisseau. Chevalier l'attendait avec son commentaire habituel. « Exceptionnel, Dubois. Tu as réussi à te perdre dans une zone d'entraînement plus petite que la plupart des parkings. Je suis sûr que l'ennemi sera terrifié par ta capacité à errer sans but dans les bois. » Ce que Chevalier ne savait pas, c'est que Léna avait utilisé ces 3 heures pour effectuer une surveillance détaillée d'une section de la base qui n'était pas couverte par les cartes officielles. Elle avait photographié ce qui semblait être une réunion privée entre 2 officiers qu'elle avait reconnus dans les dossiers de son père, et elle avait placé un dispositif d'écoute qui relayerait leur conversation au récepteur crypté caché dans son bracelet médical. L'épreuve de démontage du fusil avait été le chef-d'œuvre de l'échec contrôlé de Léna. Elle s'était approchée du HK-416F avec une trépidation visible, tâtonnant avec les goupilles et agissant comme si elle n'avait jamais vu l'arme auparavant. Sa première tentative avait pris près de 4 minutes, avec des pièces éparpillées sur la table dans une confusion apparente. « Tant !» avait crié Bernard, secouant la tête de dégoût. Dubois, c'était pénible à regarder. La vie d'un marsouin dépend de l'entretien correct de son arme. Mais la deuxième tentative de Léna avait été subtilement différente. Tout en étant encore lente et apparemment maladroite, ses mouvements avaient suivi un schéma précis. Martin avait remarqué que malgré la confusion apparente, Léna avait en fait démonté l'arme dans l'ordre parfait, juste à un rythme beaucoup plus lent que nécessaire. Le plus révélateur avait été la façon dont Léna avait manipulé chaque composant. Ses doigts avaient automatiquement vérifié les signes d'usure et les dysfonctionnements potentiels, le genre d'inspection détaillée qui vient d'années d'expérience sur le terrain. Lorsqu'elle avait réassemblé l'arme, malgré ses difficultés apparentes, chaque pièce était parfaitement alignée et correctement serrée. Chevalier observait de l'autre côté de la salle, sa frustration grandissant à chaque échec de Léna. Pour lui, sa présence était une insulte personnelle à tout ce que le corps des troupes de marine représentait. Son grand-père avait été marsouin, son père avait été marsouin, et Chevalier avait grandi en croyant que mériter ce titre était sacré. Voir Léna trébucher à travers les tâches de base, c'était comme voir quelqu'un profaner une église. « Elle n'a rien à faire ici », dit-il à sa bande après le test de démontage. « Ce n'est pas un programme de charité. Nous formons des guerriers, pas des babysités pour des civils qui pensent vouloir jouer aux soldats. » Le roi avait hoché la tête avec emphase. « Ce n'est pas juste pour nous autres. On se tue à la tâche pendant qu'elle obtient des médailles de participation juste pour être là. » Ce qu'aucun d'eux n'avait réalisé, c'est que l'instructeur Bernard menait sa propre évaluation discrète de la performance de Léna. Les incohérences qu'il avait observées avaient déclenché ses instincts, affinés par 20 ans d'entraînement de marsouin. Quelque chose chez Léna Dubois ne collait pas,
et Bernard avait commencé à prendre des notes détaillées sur ses capacités apparemment contradictoires. Le tournant était survenu pendant une semaine d'entraînement particulièrement brutale, conçue pour pousser les recrues à leurs limites physiques et mentales. Lena avait continué son schéma de performance à peine acceptable, mais le stress commençait à montrer des fissures dans sa façade soigneusement construite. Lors de la simulation de combat intensive, Lena utilisa des systèmes de communication tactique de qualité militaire, y compris des équipements radiocryptés et des logiciels de gestion du champ de bataille conçus pour les forces d'opération spéciales. La technologie de coordination avancée permettait le partage de renseignements en temps réel et des données de positionnement stratégique qui se sont avérées cruciales lorsque l'exercice d'entraînement est soudainement devenu une situation potentiellement mortelle nécessitant une réponse tactique immédiate. L'exercice de combat nocturne avait été conçu pour simuler des conditions de guerre urbaine. Les recrues avaient été divisées en équipes et chargées de sécuriser un village fictif sous un feu ennemi simulé. L'équipe de Lena, naturellement dirigée par Chevalier, avait abordé l'exercice avec la bravade habituelle. « Très bien, mesdames et messieurs », avait annoncé Chevalier alors qu'ils préparaient leur équipement. « C'est aujourd'hui que nous séparons les vrais marsouins des imposteurs. Dubois, essaie de ne pas nous faire tous tuer avec ta performance d'amateur. » Mais au fur et à mesure que l'exercice progressait, la confiance de Chevalier avait commencé à vaciller. L'équipe adverse exécutait des manœuvres complexes qui suggéraient qu'elle avait reçu des renseignements sur l'approche prévue par Chevalier. Chaque mouvement de son équipe avait été anticipé et contré, les laissant cloués au sol et vulnérables. Lena était restée à sa position assignée à l'arrière de la formation, semblant se recroqueviller derrière un abri pendant que Chevalier et son équipe échangeaient des tirs simulés avec leurs adversaires. Mais des observateurs attentifs auraient pu remarquer la façon dont Lena analysait systématiquement la situation tactique, ses yeux suivant les schémas de mouvement et identifiant les faiblesses dans la formation ennemie. Lorsque Chevalier avait finalement ordonné la retraite, la voix tendue de frustration et d'embarras, Lena avait tranquillement suggéré une approche alternative. Et si on les contournait par la gauche à travers le fossé de drainage, avait-elle chuchoté. Ils concentrent leur feu sur notre position actuelle, mais cette route nous placerait derrière leur force principale. Chevalier était si concentré sur son propre échec qu'il avait à peine entendu sa suggestion. « Reste juste à terre et essaie de ne pas nous ralentir quand on bougera », avait-il sèchement répondu. Mais Martin, accroupi à proximité, avait traité l'évaluation tactique de Lena et réalisé qu'elle avait absolument raison. L'équipe ennemie avait laissé son flanc exposé, et le système de drainage fournirait une dissimulation parfaite pour une manœuvre de contournement. C'était le genre de pensée tactique avancée qui venait d'une vaste expérience du combat. Alors que l'équipe de Chevalier se repliait en désordre, Lena avait exécuté une retraite tactique parfaite, couvrant leurs mouvements avec une précision qui aurait impressionné des officiers d'infanterie vétérans. Son positionnement était impeccable, son timing parfait, et sa conscience situationnelle opérait à un niveau qui suggérait qu'elle avait déjà fait cela auparavant dans des circonstances bien plus dangereuses. Le commandant Valois observait l'exercice depuis la tour de contrôle, et la performance de Lena avait attiré son attention. À travers sa lunette de vision nocturne, il l'avait vue se déplacer sur le terrain avec une économie de mouvement qui témoignait d'un entraînement approfondi. Sa manipulation de l'arme, malgré ses échecs apparents lors des exercices diurnes, était parfaite dans l'obscurité. Après l'exercice, Valois avait pris l'instructeur Bernard à part pour une conversation privée. « Cette recrue Dubois, avait-il dit, sa voix soigneusement neutre. Quelle est votre évaluation ?» Bernard avait hésité, choisissant ses mots avec soin. « Elle est incohérente, mon commandant. Elle échoue aux tâches de base pendant la journée, mais montre des éclairs de compétences lors d'exercices complexes. Sa manipulation de l'arme suggère plus d'expérience qu'elle ne le laisse paraître. » Valois avait hoché la tête lentement, son esprit traitant des implications que Bernard ne pouvait pas voir. Gardez un œil sur elle. Quelque chose ne colle pas. Le matin suivant avait apporté une inspection surprise des effets personnels des recrues. Les affaires de Lena avaient été éparpillées sur sa couchette comme des preuves sur une scène de crime, des vêtements usés tenus par des rustines et des épingles, des articles de toilette génériques qui semblaient avoir été achetés dans un magasin à bas prix, et une collection de carnets remplis de ce qui semblait être des notes de base sur l'entraînement. Mais Chevalier, fouillant dans les possessions de Lena avec un dédain évident, avait découvert quelque chose qui l'avait fait marquer une pause. Caché à l'intérieur de ce qui semblait être un carnet standard se trouvait un petit kit de crochetage de qualité professionnelle, déguisé pour ressembler à un jeu de porte-mine. « C'est censé être quoi, ça ?» avait exigé Chevalier, brandissant le kit pour que tout le monde le voie. Lena avait l'air sincèrement surprise, comme si elle n'avait jamais vu ces outils auparavant. « Je ne sais pas, balbutia-t-elle. Peut-être qu'ils étaient vendus avec les porte-mines. J'ai tout acheté d'occasion. »
C'était une explication faible, et les yeux de Chevalier s'étaient plissés de suspicion. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre l'affaire, Bernard avait appelé la section en formation, mettant fin à l'inspection et donnant à Léna une chance de remballer soigneusement ses affaires. Cet après-midi-là, pendant l'entretien des armes, Léna avait commis une autre erreur subtile qui avait soulevé des doutes supplémentaires. En nettoyant son fusil assigné, elle avait automatiquement effectué une inspection détaillée du percuteur et de l'ensemble de culasses, vérifiant les signes d'usure et les dysfonctionnements potentiels avec l'efficacité exercée d'un armurier. L'inspection avait été approfondie et professionnelle, bien au-delà de ce que l'on attendrait d'une recrue qui était censée ne pas pouvoir toucher des cibles à 25 mètres. Quand Léna avait réalisé ce qu'elle faisait, elle avait rapidement couvert son erreur en posant à Bernard une série de questions de base sur l'entretien des armes, jouant sur son ignorance apparente. Mais Bernard avait observé ses mains tout au long du processus, et il avait vu les signes révélateurs de quelqu'un qui avait effectué cette routine d'entretien exacte des milliers de fois auparavant. La mémoire musculaire était indubitable, et elle contredisait tout sur la prétendue inexpérience de Léna avec l'équipement militaire. Ce soir-là, Bernard avait passé un appel à un vieil ami au quartier général des troupes de marine, posant des questions discrètes sur les vérifications d'antécédents des recrues et la possibilité que quelqu'un puisse s'entraîner sous une fausse identité. La conversation avait été brève et prudente, mais elle avait planté des graines de doute qui commençaient à germer. La couverture de Léna devenait plus difficile à maintenir au fil des semaines, et le stress de l'échec constant laissait des traces. Elle avait commencé à commettre de petites erreurs, laissant entrevoir des bribes de son véritable entraînement à travers la façade d'incompétence soigneusement construite. Lors d'un parcours du combattant particulièrement difficile, Léna avait franchi un pont de singe complexe avec le genre de jeu de jambes précis qui venait d'un entraînement tactique avancé. Elle s'était rattrapée à mi-chemin et avait délibérément trébuché, tombant dans la boue en dessous dans une performance qui avait semblé maladroite, mais qui était en fait une descente contrôlée. Chevalier l'attendait en bas avec son commentaire habituel, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Les graines de la suspicion qui avaient été plantées lors de l'inspection du matériel commençaient à germer, et il avait commencé à prêter une attention plus grande aux erreurs de Léna, cherchant des schémas qui pourraient révéler sa vraie nature. « Tu sais ce que je pense, Dubois » avait dit Chevalier alors que Léna sortait de la fosse de boue, l'eau dégoulinant de son uniforme. « Je pense que tu caches quelque chose. Personne n'est aussi constamment mauvais sans y travailler. » Léna l'avait regardé avec une confusion apparente, mais à l'intérieur, son esprit tournait à plein régime. L'enquête qu'elle menait atteignait des étapes critiques, et elle ne pouvait pas se permettre de griller sa couverture maintenant. Trop de vie dépendait de la découverte de la vérité sur la mort de son père, et elle était plus proche que jamais d'identifier les responsables. Les preuves qu'elle avait rassemblées pointaient vers une conspiration qui atteignait les plus hauts niveaux de la hiérarchie militaire, impliquant des contrats d'armement, des ventes de renseignements et le sacrifice délibéré de soldats français pour un gain financier. Son père avait découvert une partie de la conspiration avant sa mort, et Léna était convaincue que l'opération Marteau avait été conçue pour le réduire au silence de façon permanente. Alors que le soleil se couchait sur le camp de Satori, Léna était retournée à sa couchette et avait sorti une fois de plus la photographie de son père. L'homme en tenue de cérémonie était le sergent-chef Michel Dubois, un marsouin décoré qui avait servi 3 tours au Sahel avant d'être tué dans ce que les rapports officiels avaient décrit comme une embuscade ennemie. Mais Léna savait que la vérité était bien plus compliquée, et elle manquait de temps pour le prouver. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de maintenir sa couverture tout en rassemblant les preuves dont elle avait besoin. Le cœur qui battait dans sa poitrine, transplanté du corps de son père après l'explosion qui lui avait coûté la vie, lui rappelait constamment pourquoi elle ne pouvait pas abandonner. La conspiration qui avait tué Michel Dubois était toujours active, mettant toujours en danger des soldats français. Et Léna était la seule personne en position de l'arrêter. Mais d'abord, elle devait survivre à la prochaine phase de l'entraînement sans laisser Chevalier et sa bande découvrir sa véritable identité. Alors qu'elle rangeait la photographie et se préparait pour une autre nuit à prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas, Léna ne pouvait pas savoir que le commandant Valois passait déjà des appels à des contacts du renseignement militaire, posant des questions sur l'opération Marteau et sur la fille d'un sergent-chef qui avait été déclarée morte au Sahel 3 ans plus tôt. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et bientôt tout ce pour quoi Léna avait travaillé se réduirait à un seul moment de vérité qui changerait sa vie pour toujours. La semaine suivante apporta la phase d'entraînement la plus intense à ce jour, conçue pour pousser chaque recrue au-delà de ses limites perçues. La façade d'incompétence soigneusement entretenue de Léna était sur le point de faire face à son plus grand test. Alors que les exercices devenaient plus complexes et la surveillance plus intense, le commandant Valois avait passé la soirée précédente à examiner des dossiers personnels classifiés, à passer des appels à des contacts du renseignement militaire et à croiser les rapports de perte des opérations au Sahel.
Le nom Dubois avait déclenché des souvenirs de briefing auxquels il avait assisté 3 ans plus tôt, des discussions sur un sergent-chef décoré mort dans des circonstances suspectes lors de l'opération Marteau. Lena arriva à la formation du matin avec son apparence habituelle d'anxiété à peine contrôlée, son uniforme légèrement froissé et ses Rangers moins que parfaitement cirés. Mais Martin, qui l'observait attentivement depuis des semaines, remarqua quelque chose de différent dans sa posture aujourd'hui. Il y avait une tension dans ses épaules qui ressemblait moins à de la nervosité qu'à un ressort enroulé prêt à être libéré. Chevalier ne perdit pas de temps à donner le ton de la journée. « Très bien, mesdames et messieurs », annonça-t-il avec son arrogance caractéristique. « À aujourd'hui, nous allons voir qui a ce qu'il faut pour porter l'encre d'or. Dubois, essaie de ne pas nous embarrasser plus que tu ne l'as déjà fait. » La simulation tactique avancée était conçue pour tester tout ce que les recrues avaient appris, manipulation des armes, tactique de petite unité, protocole de communication et prise de décision sous pression. Les équipes se voyaient attribuer des scénarios complexes avec de multiples objectifs et un temps limité pour accomplir leur mission. Lena se retrouva une fois de plus dans l'équipe de chevaliers, un choix délibéré des instructeurs qui voulaient voir comment elle se comporterait sous un stress maximal. Le scénario impliquait de sécuriser un bâtiment hostile tout en évacuant des victimes civiles, le tout sous un feu ennemi simulé. Dès le début de l'exercice, Chevalier prit immédiatement le commandement avec sa bravade habituelle. Martin Tuyas Point. Le roi, couvre nos arrières. Dubois, tu restes au milieu et tu essaies de ne pas trébucher sur quelque chose d'important. L'équipe se déplaça à travers l'environnement urbain fictif, Chevalier criant des ordres et des coordonnées. Mais en quelques minutes, il devint clair que quelque chose n'allait pas. L'équipe adverse semblait anticiper chaque mouvement de Chevalier, tendant des embuscades exactement là où son équipe était la plus vulnérable. Lena resta à sa position assignée, apparemment recroquevillée derrière un abri pendant que ses coéquipiers s'engageaient dans des échanges de tirs de plus en plus désespérés avec des ennemis simulés. Mais ses yeux bougeaient constamment, analysant les lignes de mire, calculant les angles d'attaque et traitant les informations tactiques à un niveau qui aurait impressionné des commandants d'opérations spéciales. Lorsque Chevalier ordonna une manœuvre de flanc par la gauche, Lena suggéra tranquillement qu'il pourrait envisager le système de drainage à droite à la place. Chevalier ignora à peine son commentaire, trop concentré sur ses propres décisions tactiques pour prêter attention à la contribution de quelqu'un qu'il considérait comme un poids mort. L'exercice continua de se détériorer pour l'équipe de Chevalier. Ils étaient cloués au sol depuis près de 20 minutes, leurs munitions, simulées, s'épuisant. C'est alors que Lena prit une décision qui allait tout changer. Se déplaçant avec une précision soudaine, elle commença à exécuter une manœuvre tactique complexe qui contournait entièrement les positions principales de l'ennemi. Chevalier regarda, stupéfait, Lena se déplacer sur le terrain avec une efficacité fluide. Sa manipulation de l'arme était soudainement parfaite, ses mouvements coordonnés et déterminés. Elle avait abandonné sa couverture et avançait sur les positions ennemies en utilisant des tactiques qui appartenaient au manuel des opérations spéciales, pas à l'entraînement de base des troupes de marine. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel » marmonna Chevalier. Mais sa confusion se transforma en stupéfaction lorsque la manœuvre de Lena réussit à briser l'impasse. En quelques minutes, l'exercice était terminé et l'équipe de Chevalier avait atteint tous ses objectifs grâce à l'éclatante démonstration de génie tactique de Lena. L'instructeur-chef Bernard mit fin à l'exercice, sa voix portant un mélange de confusion et de respect réticent. « Travail exceptionnel, Dubois. D'où est-ce que ça sort » Lena reprit immédiatement son attitude précédente, l'air presque surprise de son propre succès. « Je suppose que j'ai eu de la chance, balbutia-t-elle, mais l'explication ne trompa personne qui avait été témoin de sa transformation. Chevalier l'approcha après le débriefing, son arrogance habituelle remplacée par une curiosité suspicieuse. « Ce n'était pas de la chance, Dubois. Personne ne bouge comme ça sans un entraînement sérieux. Qu'est-ce que tu ne nous dis pas » Lena soutint son regard, son expression soigneusement neutre. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. » Mais Chevalier n'y croyait plus. Les graines du doute qui avaient germé pendant des semaines étaient maintenant en pleine floraison, et il était déterminé à exposer tout ce que Lena cachait. « On verra ça, » dit-il doucement, sa voix portant une nuance de menace. Ce soir-là, Chevalier rassembla son groupe de fidèles dans une zone isolée derrière les chambrées. « Écoutez-moi bien, » dit-il, la voix basse et intense. « Il y a quelque chose de vraiment louche avec Dubois. Personne ne passe de l'incompétence totale au génie tactique du jour au lendemain. » Jessica Leroy hocha la tête avec emphase. « Je le dis depuis des semaines. Elle cache quelque chose et ça nous fait tous passer pour des idiots. » Chevalier exposa son plan avec une franchise caractéristique. « Demain soir, on va la forcer à nous montrer ce dont elle est vraiment capable. Plus de jeu. »
Plus de faux-semblants. Si c'est une sorte d'infiltré planté ici pour nous ridiculiser, on va la démasquer. Le plan que Chevalier conçut était à la fois cruel et calculé. Lors de la session d'entraînement au combat du lendemain soir, il provoquerait une confrontation qui forcerait Lena soit à révéler ses véritables capacités, soit à subir de réels dommages physiques. C'était un jeu dangereux, mais l'ego de Chevalier ne pouvait tolérer la possibilité d'avoir été déjoué par quelqu'un qu'il avait méprisé comme étant sans valeur. Lena, pendant ce temps, menait sa propre enquête en utilisant l'accès qu'elle avait obtenu au système de communication de la base. Le dispositif d'écoute qu'elle avait placé des semaines plus tôt avait fourni des renseignements troublants sur des réunions entre le colonel Fournier et des sous-traitants de la défense, des discussions qui suggéraient une corruption au plus haut niveau des marchés publics militaires. L'opération de renseignement classifié exigeait que l'ENA accède à des systèmes de cybersécurité de qualité militaire et à une technologie avancée de récupération de données, initialement développée pour des opérations de contre-espionnage. L'équipement sophistiqué de criminalistique numérique permettait une reconstruction complète des communications et des dossiers financiers supprimés, fournissant des preuves irréfutables des activités du réseau de corruption s'étendant sur plusieurs installations militaires. Les preuves que l'ENA avait rassemblées dépeignaient un tableau de corruption systématique impliquant des contrats d'armement, des ventes de renseignements à des acheteurs étrangers et le sabotage délibéré d'opérations militaires qui pourraient exposer la conspiration. L'opération Marteau n'avait pas été une mission ratée tuée par une action ennemie, mais un assassinat calculé conçu pour éliminer le sergent-chef Michel Dubois, qui avait découvert des preuves du réseau de trafic d'armes. Le père de Lena enquêtait sur des irrégularités dans les livraisons de fournitures lorsqu'il avait découvert des communications entre le colonel Fournier et des représentants d'organisations militaires étrangères. L'embuscade qui avait tué Michel Dubois et son équipe avait été orchestrée en utilisant des renseignements fournis par le réseau de Fournier, transformant des soldats français en cibles pour leurs propres alliés. Alors que Lena examinait les preuves sur son ordinateur portable crypté, sa main se posa inconsciemment sur sa poitrine, sentant le rythme régulier du cœur de son père battant à l'intérieur de sa cage thoracique. La greffe cardiaque avait été une chirurgie d'urgence pratiquée dans un hôpital de campagne après l'explosion de l'EEI qui avait mortellement blessé père et fille. Michel Dubois était mort en sauvant son unité, mais son cœur avait continué à vivre, donnant à Lena la force de poursuivre sa mission. Le programme d'entraînement du lendemain comprenait une instruction avancée au corps à corps, conçue pour enseigner aux recrues des techniques de combat rapprochées. Lena aborda la session avec sa réticence apparente habituelle, mais Chevalier attendait avec une anticipation à peine contenue. « Très bien, les recrues », annonça l'instructeur-chef Bernard. « À aujourd'hui, nous allons couvrir les techniques de grappling avancées et les manœuvres défensives. Mettez-vous en binôme et nous travaillerons les progressions. » Chevalier choisit immédiatement Lena comme partenaire, son sourire prédateur et confiant. « Ne t'inquiète pas, Dubois, dit-il assez fort pour que tout le monde entende. Je vais y aller doucement avec toi. Je ne voudrais pas casser notre maillon le plus faible. » Les premiers exercices se déroulèrent selon le schéma établi par Lena de performance à peine compétente. Elle laissa Chevalier lui démontrer des techniques, jouant le rôle de la victime consentante pendant qu'il se pavanait devant les autres recrues. Mais Chevalier devenait de plus en plus frustré par ce qu'il percevait comme le refus de Lena de prendre l'entraînement au sérieux. « Allez, Dubois », lança-t-il après que Lena eut abandonné une prise de soumission sans offrir de résistance. « Essaie au moins de te défendre. Comment vas-tu survivre au combat si tu abandonnes dès que ça devient difficile ?» Lena le regarda avec une confusion apparente, sa respiration légèrement élevée mais toujours contrôlée. « Je fais de mon mieux, » dit-elle doucement. « Peut-être que je ne suis tout simplement pas faite pour ce genre de choses. » 7. Réponse poussa Chevalier à bout. Son plan se cristallisa en un instant, motivé par des semaines de frustration accumulées et le besoin de prouver sa supériorité. « Tu sais quoi » dit-il, sa voix portant à travers la zone d'entraînement. « Je pense qu'il est temps de découvrir de quoi tu es vraiment faite. » Sans avertissement, Chevalier abandonna la routine d'entraînement prescrite et lança une attaque à contact plein. Sa première prise déchira la chemise d'uniforme de Lena à l'épaule, le tissu se déchirant bruyamment dans le silence soudain qui s'abattit sur la zone d'entraînement. Lena tenta de reculer pour désamorcer la situation, mais Chevalier la poursuivit avec une agressivité croissante. « Défends-toi » cria-t-il, saisissant sa chemise à deux mains. « Montre-nous que tu n'es pas complètement inutile. » La deuxième prise déchira complètement la chemise de Lena, le tissu se déchirant de son col à sa taille, exposant sa poitrine et son dos aux recrues assemblées. La zone d'entraînement tomba dans un silence complet alors que tout le monde regardait ce que les vêtements de Lena avaient caché. Sur la poitrine de Lena, courant de son épaule gauche juste en dessous de son sternum, se trouvait une longue cicatrice chirurgicale qui témoignait d'une chirurgie cardiaque majeure.
La cicatrice était précise et professionnelle, du genre laissé par des chirurgiens militaires qualifiés travaillant dans des conditions d'urgence. Mais c'était le petit tatouage visible juste au-dessus de la cicatrice qui fit se raidir complètement le commandant Valois, qui observait depuis la plateforme d'instruction. Le tatouage était simple mais sans équivoque, l'encre d'or des troupes de marine, entourée des ailes distinctives d'un opérateur du commandement des opérations spéciales, avec une petite inscription en dessous qui disait « Un Michel Dubois, toujours fidèle ». Valois s'avança, son visage pâle de reconnaissance et de compréhension croissante. « Tout le monde, arrêtez », ordonna-t-il, sa voix portant l'autorité absolue du commandement. La zone d'entraînement se figea alors que chaque recrue et chaque instructeur se tournaient vers la plateforme. Léna se tenait immobile au centre du tapis d'entraînement, sa chemise déchirée suspendue en lambeaux. La preuve de son opération chirurgicale et de sa véritable identité exposée à la vue de tous. Sa respiration était contrôlée, sa posture droite, et pour la première fois depuis son arrivée au camp de Satori, elle avait l'air en tout point de la guerrière d'élite qu'elle était réellement. Chevalier regarda la cicatrice et le tatouage avec confusion, son cerveau luttant pour traiter ce qu'il voyait. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il en montrant la poitrine de Léna. « Quel genre de problème médical nécessite une opération comme ça ?» Le commandant Valois descendit de la plateforme à pas mesurés, ses yeux ne quittant jamais le visage de Léna. Quand il parla, sa voix était calme mais portait dans toute la zone d'entraînement. « Ce n'est pas un problème médical, chevalier. C'est une cicatrice de greffe cardiaque. Du genre de celle pratiquée sur le personnel militaire en conditions de combat. » La révélation frappa les recrues assemblées comme un coup physique. Léna Dubois, la femme qu'ils avaient moquée et méprisée pendant des semaines, se tenait devant eux, portant la preuve d'une chirurgie vitale qui n'aurait pu être pratiquée que dans un hôpital militaire. Valois continua, sa voix gagnant en force alors que les pièces d'un puzzle sur lequel il travaillait depuis des jours s'emboîtaient enfin. Un Michel Dubois, sergent-chef, troupe de marine française, tué au combat il y a 3 ans lors de l'opération Marteau au Sahel, décoré à titre posthume de la Croix de la valeur militaire pour avoir sauvé 12 membres de son unité. Le sang-froid de Léna se fissura enfin légèrement, des larmes se formant dans ses yeux alors qu'elle entendait le bilan de service de son père récité avec le respect qu'il méritait. « Oui, mon commandant, dit-elle doucement. Le sergent-chef Michel Dubois était mon père. » La zone d'entraînement éclata en chuchotements et en exclamations de choc alors que les recrues traitaient les implications de ce qu'elles entendaient. Chevalier recula, son visage se vidant de sa couleur alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Mais ça n'explique toujours pas qui vous êtes vraiment, » continua Valois, ses instincts d'enquêteur le poussant à rechercher la vérité complète. Car selon les dossiers officiels, la fille de Michel Dubois est morte dans la même attaque à l'EEI qui l'a tuée. Léna se mit au garde à vous, sa voix portant à travers la zone d'entraînement silencieuse. « Capitaine Léna Dubois, commandement des opérations spéciales de l'armée de terre. J'ai reçu le cœur de mon père lors d'une chirurgie d'urgence après que nous ayons tous deux été blessés dans l'explosion qui lui a coûté la vie. » Les mots frappèrent le groupe assemblé comme un coup de tonnerre. Le capitaine Léna Dubois, une officier de l'unité d'opération spéciale la plus élitiste de France, vivait parmi eux depuis des semaines, déguisée en recrue incompétente tout en menant une sorte d'enquête d'infiltration. Les jambes de Chevalier faillirent le lâcher alors que toute la portée de son comportement s'abattit sur lui. Pendant des semaines, il avait intimidé et harcelé l'une des guerrières les plus entraînées de l'armée française. Chaque blague, chaque insulte, chaque acte de sabotage avait été dirigé contre quelqu'un qui aurait pu mettre fin à sa carrière militaire d'un simple coup de fil. « Mon capitaine » balbutia Chevalier, son arrogance complètement évaporée. « Je ne savais pas. Je suis désolé. Je n'aurais jamais. » Léna se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. « Vous n'auriez jamais quoi, Chevalier ? Traiter un autre être humain avec un respect élémentaire ? Le grade sur le col de quelqu'un ne devrait pas déterminer la façon dont vous le traitez. » L'instructeur-chef Bernard s'avança, son propre choc évident dans sa voix. « Capitaine Dubois, avec tout mon respect, que faites-vous au camp de Satori? Pourquoi cette supercherie ?» Léna regarda vers le commandant Valois, qui hocha la tête presque imperceptiblement. L'enquête qu'elle menait était sur le point de devenir très publique, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Je suis ici pour enquêter sur les circonstances de la mort de mon père, » dit Léna, sa voix portant le poids de 3 ans de deuil et de détermination. L'opération Marteau n'était pas une mission ratée. C'était un coup monté conçu pour éliminer un marsouin qui avait découvert des preuves de corruption dans les chaînes d'approvisionnement militaire. La zone d'entraînement bourdonna de chuchotements choqués alors que les mots de Léna s'imprégnaient. Elle accusait la direction militaire d'avoir orchestré la mort de soldats français pour couvrir une activité criminelle. Le commandant Valois s'approcha, son expression grave. «
Capitaine, ce sont des allégations sérieuses. Avez-vous des preuves pour les étayer? Lena plongea la main dans son uniforme déchiré et en retira un petit appareil crypté qui avait été caché sous sa chemise. 3 ans de preuves, mon commandant. Des communications, des dossiers financiers et des témoignages qui prouvent que le colonel Fournier et son réseau vendent des armes et des renseignements à des acheteurs étrangers, utilisant les soldats français comme des pions sacrifiables pour protéger leur opération. Le nom du colonel Fournier provoqua un choc visible chez plusieurs des instructeurs qui reconnurent l'officier comme quelqu'un actuellement en poste au Ballard Gun avec une influence significative sur les décisions d'approvisionnement militaire. Fournier a utilisé sa position pour manipuler les chaînes d'approvisionnement et le renseignement opérationnel, continua Lena. Quand mon père a découvert des irrégularités dans les livraisons d'armes, Fournier a arrangé l'opération Marteau pour l'éliminer, lui et son équipe. L'embuscade qui a tué 12 marsouins a été orchestrée par les mêmes personnes qu'ils étaient censés combattre pour protéger. Chevalier, toujours sous le choc des révélations, se raidit soudainement alors qu'une autre pièce du puzzle se mettait en place. « Attendez, dit-il, la voix à peine un murmure. Si vous enquêtez sur Fournier, et que je rapporte tout ce qui se passe ici. » Les yeux de Lena se fixèrent sur Chevalier avec une intensité laser. « À qui avez-vous fait vos rapports, Chevalier ?» Le visage de Chevalier devint cendré alors qu'il réalisait les implications de ses propres actions. « Oh, Colonel Fournier, admira-t-elle. C'est mon oncle. Il m'a demandé de garder un œil sur les choses ici. Il a dit qu'il pourrait y avoir des problèmes de sécurité avec certaines recrues. » La zone d'entraînement explosa en exclamations de choc alors que l'aveu de Chevalier révélait la dernière pièce de l'enquête de Lena. Thomas Chevalier n'avait pas seulement été un tyran. Il avait été un informateur, transmettant des informations sur les activités de Lena directement à l'homme sur lequel elle enquêtait. Lena s'avança vers Chevalier, son mouvement contrôlé mais prédateur. « Depuis combien de temps faites-vous des rapports à Fournier ?» Chevalier tremblait maintenant, toute la portée de son implication lui devenant claire. « Depuis avant votre arrivée, murmura-t-il. Il a dit qu'il pourrait y avoir des agents ennemis essayant d'infiltrer la base. Je pensais que je protégeais la sécurité nationale. »« Vous protégiez un traître, » dit Lena d'un ton plat. « Chaque rapport que vous lui avez envoyé a mis mon enquête en danger et lui a donné des occasions de couvrir ses traces ou d'éliminer des témoins. » Le commandant Valois attrapait déjà son appareil de communication, se préparant à contacter la gendarmerie militaire et à commencer le processus de sécurisation de Chevalier et de collecte des preuves. Mais Lena leva une main pour l'arrêter. « Il y a plus, » dit-elle, sa voix portant un poids qui fit que tout le monde dans la zone d'entraînement se concentra entièrement sur ces mots. « Fournier ne travaille pas seul. Le réseau comprend des sous-traitants de la défense, des services de renseignement étrangers et du personnel militaire sur plusieurs bases. Chevalier a fait partie d'un effort systématique pour surveiller et éliminer les menaces à leur opération. » L'ampleur de la conspiration était stupéfiante. Lena avait découvert des preuves d'un réseau de corruption qui opérait depuis des années, utilisant leur position au sein de l'armée pour vendre des armes, des renseignements, et même la vie de soldats français au plus offrant. « Mon capitaine, dit doucement l'instructeur-chef Bernard, si ce que vous dites est vrai, comment savons-nous qui d'autres pourraient être compromis? Comment savons-nous que cette base est sécurisée? » L'expression de Lena se durcit alors qu'elle considérait les implications de la question de Bernard. « Nous ne le savons pas, admit-elle. Fournier a eu des semaines pour se préparer à ce moment. Il sait que mon enquête est sur le point de l'exposer, et il fera n'importe quoi pour l'arrêter. » Comme invoqué par les paroles de Lena, le son de véhicules approchant pouvait être entendu depuis la direction de la porte principale. Plusieurs moteurs se déplaçant rapidement, suggérant soit des renforts, soit des problèmes en route. Le commandant Valois prit immédiatement le commandement de la situation. Toutes les recrues, retournez immédiatement au chambré. Instructeur, sécurisez toutes les armes et établissez la communication avec la sécurité de la base. Mais Lena était déjà en mouvement, son attitude complètement transformée par rapport à la recrue hésitante qu'elle avait prétendu être. Mon commandant, avec tout mon respect, ces véhicules ne viennent pas nous aider. Fournier a eu le temps d'organiser une équipe d'intervention. Nous devons supposer que cette base est compromise. Valois regarda Lena avec une nouvelle compréhension, la voyant non pas comme une recrue, mais comme l'officier d'opération spéciale expérimenté qu'elle était réellement. « Que recommandez-vous, capitaine ?» L'esprit de Lena parcourait les possibilités tactiques, son entraînement prenant complètement le dessus. « Nous devons sécuriser les preuves et établir la communication avec des forces amies hors de la base. Les hommes de Fournier essaieront d'éliminer les témoins et de détruire la documentation. » Les véhicules se rapprochaient, leurs moteurs maintenant clairement audibles dans toute la zone d'entraînement. Lena sortit son appareil de communication crypté et commença à transmettre des données à grande vitesse,
envoyant des copies de ses preuves à des serveurs sécurisés hors de portée de Fournier. Chevalier, toujours sous le choc des révélations sur les activités de son oncle, se redressa soudainement avec une peur évidente. « Il vient ici, » dit-il, la voix tremblante. « Fournier m'a appelé ce matin. Il a dit qu'il venait au camp de Satori pour une inspection, mais c'était avant. Avant que vous ne rapportiez que la couverture de l'ENA était grillée, » termina Valois, comprenant la chronologie. « Il ne vient pas pour une inspection. Il vient pour limiter les dégâts. » L'ENA termina sa transmission de données et regarda le groupe assemblé. Tout le monde ici est maintenant une cible potentielle. Fournier ne peut pas se permettre de laisser survivre des témoins qui connaissent le réseau de corruption. Les véhicules avaient atteint la zone d'entraînement et à travers le grillage, l'ENA pouvait voir des SUV noirs avec des plaques d'immatriculation gouvernementale s'arrêter à l'entrée principale. Des hommes en uniforme militaire sortaient des véhicules, mais leur équipement et leur allure suggéraient qu'ils n'étaient pas des gendarmes militaires réguliers. « Ce ne sont pas des gendarmes », observa l'ENA, son expérience des opérations spéciales lui permettant d'identifier des indicateurs de menace que les autres manquaient. « Ce sont des contractuels privés. Fournier a amené ses propres hommes. » Le commandant Valois était déjà en train de coordonner avec la sécurité de la base via sa radio, mais les réponses qu'il obtenait suggéraient que l'influence de Fournier s'étendait à toute la structure de commandement. Plusieurs membres clés du personnel de sécurité étaient soudainement indisponibles et les systèmes de communication connaissaient de mystérieuses difficultés techniques. L'ENA prit une décision qui déterminerait le sort de toutes les personnes présentes. « Mon commandant, je dois quitter cette base et contacter des forces amies. Fournier va essayer de contenir cette situation en éliminant tous ceux qui connaissent la vérité. » Valois regarda les contractuels qui approchaient, puis de nouveau l'ENA. « Et le reste d'entre nous? Nous ne pouvons pas tous disparaître. » L'expression de l'ENA était sombre mais déterminée. « Vous devez vous disperser immédiatement. Ne restez pas groupés. Ne suivez pas d'itinéraire prévisible. Et ne faites confiance à personne que vous ne pouvez pas vérifier de manière indépendante. Le réseau de Fournier est plus grand que nous ne le pensons. » Chevalier s'avança, son arrogance antérieure remplacée par une peur et un remords sincères. « Capitaine Dubois, je suis désolé. Je ne savais pas ce que je faisais. Laissez-moi vous aider. » L'ENA étudia le visage de Chevalier, cherchant des signes de tromperie, mais ne voyant que la terreur et le regret authentiques. « Si vous voulez aider, vous devez disparaître. Fournier vous éliminera pour régler les derniers détails, neveu ou pas. » Les contractuels entraient maintenant dans la zone d'entraînement, se déplaçant avec une précision militaire, mais manquant de la discipline institutionnelle qui caractérisait le véritable personnel militaire. L'ENA reconnut les signes de mercenaires, des soldats professionnels travaillant pour des intérêts privés plutôt que pour la sécurité nationale. « Le temps est écoulé, » dit l'ENA en enfilant les restes de sa chemise déchirée. « Dispersez-vous tous. Ne faites confiance à personne en uniforme jusqu'à ce que cette situation soit résolue. » Ce qui suivit fut une évasion soigneusement orchestrée qui mit en valeur l'entraînement aux opérations spéciales de l'ENA. Utilisant les caractéristiques du terrain et les angles morts qu'elle avait mémorisés pendant des semaines d'observation, l'ENA mena un petit groupe de recrues loin de la zone d'entraînement pendant que les contractuels cherchaient des cibles qu'ils ne pouvaient pas identifier. Le commandant Valois choisit de rester sur place et d'affronter directement les contractuels, utilisant son autorité de commandement pour exiger des explications et gagner du temps pour l'évasion de l'ENA. Sa dernière transmission radio avant que les communications ne soient brouillées fut un message codé au quartier général des troupes de marine signalant une faille de sécurité au camp de Satori et demandant une assistance immédiate. L'ENA et son groupe se déplacèrent à travers des zones de la base qui n'étaient pas couvertes par les caméras de sécurité officielles, suivant des itinéraires qu'elle avait repérés lors de son enquête. Martin se révéla étonnamment capable de se déplacer furtivement, tandis que Chevalier démontra que sa bravade antérieure couvrait de réelles compétences tactiques. L'évasion du camp de Satori prit 3 heures de mouvement prudent, évitant les patrouilles et les points de contrôle qui avaient été établis par les contractuels de Fournier. L'ENA utilisa des véhicules civils et des contacts locaux pour établir un lieu sûr où elle pourrait transmettre ses preuves aux renseignements militaires et coordonner le démantèlement du réseau de Fournier. Dans les 24 heures, le colonel Fournier fut arrêté à son bureau du Ballard Gun alors que des agents de la DGSI effectuaient des descentes dans les locaux des sous-traitants de la défense dans 3 régions différentes. Les preuves que l'ENA avait rassemblées, combinées aux témoignages de Chevalier sur les instructions de son oncle, fournirent au procureur un dossier complet contre le réseau de corruption. Les retombées furent considérables. Des dizaines de militaires et de sous-traitants de la défense furent arrêtés pour des chefs d'accusation allant de la trahison au meurtre. Les ventes d'armes et de renseignements avaient compromis des opérations dans tout le Sahel, entraînant des pertes françaises qui auraient pu être évitées. L'enquête de l'ENA avait exposé l'un des plus grands scandales de corruption militaire de l'histoire moderne,
vengeant la mort de son père et rendant justice aux soldats morts à cause de la trahison de Fournier. Chevalier fit face à une procédure en cour martiale mais reçut des charges réduites en échange de sa coopération pour exposer toute l'étendue du réseau de son oncle. Sa carrière militaire était terminée, mais il évita la prison en fournissant un témoignage qui aida à condamner des conspirateurs de plus haut niveau. Le commandant Valois fut félicité pour sa gestion de la situation au camp de Satory, en particulier sa décision de faire confiance à l'évaluation de la menace par l'ENA et de coordonner son évasion. Ces actions avaient empêché ce qui aurait pu être un massacre destiné à éliminer les témoins. 6 mois plus tard, Léna Dubois se tenait aux Invalides, déposant des fleurs sur la tombe de son père pour la première fois depuis son enterrement. Le cœur qui battait dans sa poitrine, le cœur de Michel Dubois, l'avait porté à travers l'enquête qui avait traduit ses assassins en justice. La cérémonie était privée, en présence uniquement des membres survivants de l'unité de son père et des marsouins qui avaient été présents lors de la confrontation au camp de Satory. Léna portait son uniforme de cérémonie avec les rubans et les décorations qu'elle avait gagnés pendant son propre service, ne cachant plus son identité ou ses capacités. « Mission accomplie, papa », murmura-t-elle à la pierre tombale, sa main reposant sur la cicatrice qui marquait l'endroit où son cœur résidait maintenant. « Les gens qui t'ont tué, toi et tes marsouins, font face à la justice. » À la fin de la cérémonie, Léna reçut un appel sur son appareil crypté. La voix à l'autre bout du fil était familière mais inattendue, appartenant à quelqu'un qu'elle croyait avoir été tué au combat 2 ans plus tôt. « Phénix fantôme, ici Ombre-ci », dit la voix, utilisant des indicatifs d'appel d'opération qui n'avaient officiellement jamais existé. « Nous avons suivi ton enquête. Il y a encore du travail à faire. » Le sang de Léna se glaça alors qu'elle reconnut la voix du capitaine Sarah Tran, son ancienne coéquipière du commandement des opérations spéciales qui était censée être morte lors d'une opération classifiée en Syrie. « Sarah, comment est-ce possible ? Tes funérailles étaient une couverture nécessaire pour une enquête plus profonde, répondit Sarah. Le réseau de Fournier était plus grand que même toi ne l'as découvert. Il y a des connexions internationales, d'autres unités militaires qui ont été compromises, et des opérations qui sont toujours actives. » Léna regarda autour d'elle le lieu de repos paisible, puis le téléphone dans sa main. « Qu'est-ce que tu me demandes de faire ? » « Nous te demandons de finir ce que ton père a commencé, » dit Sarah. « Il y a d'autres sergents-chefs Dubois là-dehors. De bons soldats qui sont morts à cause de la corruption qu'ils ont découverte. Leur famille mérite aussi la justice. » Léna ferma les yeux, sentant le cœur de son père battre régulièrement dans sa poitrine. L'enquête au camp de Satory n'avait été que le début, un seul fil dans une toile de corruption qui s'étendait à travers le complexe militaro-industriel. « Où dois-je me présenter pour le service ?» demanda Léna, sachant que sa mission était loin d'être terminée. « Il y a un briefing dans 48 heures, répondit Sarah. « Le lieu et les détails seront transmis par des canaux sécurisés. » « Et Léna ? » « Oui. Ton père serait fier. Michel Dubois est mort en protégeant ses marsouins et son cœur se bat toujours pour les protéger. » Léna raccrocha et jeta un dernier regard à la tombe de son père. L'inscription disait « Sergent-chef Michel Dubois, troupe de marine, fidèle jusqu'à la mort. » Mais Léna savait que cette fidélité ne s'était pas terminée avec sa mort. Elle avait continué à battre dans la poitrine de sa fille, la poussant à chercher justice pour tous les soldats qui avaient été trahis par les personnes en qui ils avaient confiance pour les diriger. En s'éloignant des Invalides, Léna Dubois disparut une fois de plus. Mais cette fois, pas en tant que recrue effrayée, se cachant parmi les stagiaires de base. Cette fois, elle disparut en tant que phénix fantôme, une légende des opérations spéciales retournant dans l'ombre pour continuer une mission qui honorait la mémoire de son père en protégeant les marsouins pour lesquels il était mort. Le cœur qui avait autrefois battu dans la poitrine du sergent-chef Michel Dubois continuait son rythme dans le corps de sa fille, perpétuant un héritage de service, de sacrifice et du lien indestructible entre des guerriers qui n'abandonneraient jamais un camarade tombé au combat. Finalement, les paroles cruelles de Thomas Chevalier s'étaient avérées vraies d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Léna Dubois n'était vraiment pas faite pour l'entraînement de base au camp de Satory. Elle était destinée à quelque chose de bien plus dangereux et important, une guerre de l'ombre où les enjeux se mesuraient en vie française, et la victoire était la justice pour les défunts. L'ironie n'échappa pas à Léna. En repensant aux semaines de harcèlement et de moqueries de Chevalier, chaque insulte qu'il avait lancée, chaque tentative de briser son esprit, avait été basée sur la supposition qu'elle était faible, non préparée, indigne de porter l'uniforme des troupes de marine. Il s'était spectaculairement trompé sur ses faiblesses, mais avait accidentellement eu raison sur son destin. L'entraînement de base était en effet en deçà de ses capacités, non pas parce qu'elle était trop faible pour cela, mais parce qu'elle opérait déjà à un niveau qui transcendait le service militaire conventionnel.
Chevalier lui-même avait appris cette leçon de la manière la plus dure possible. L'arrestation de son oncle avait brisé l'héritage militaire de sa famille, mais elle lui avait aussi ouvert les yeux sur la réalité de ce que signifiait le véritable service. Dans les mois qui suivirent l'enquête, Chevalier avait été discrètement muté dans une autre unité, emportant avec lui la connaissance qu'il avait passé des semaines à tourmenter quelqu'un qui incarnait tout ce qu'il prétendait représenter. La honte de son comportement le suivrait pour le reste de sa carrière militaire, un rappel constant que la force ne se mesure pas à la capacité d'intimider les autres, mais au courage de défendre ce qui est juste. L'enquête de Léna avait eu des répercussions, comme des pierres jetées dans une eau calme, affectant les opérations militaires et les politiques du personnel à travers plusieurs branches des forces armées. Le réseau de corruption que Fournier avait dirigé n'était pas seulement une question de vente d'armes ou de fuite de renseignements. Il représentait une trahison fondamentale de la confiance qui liait l'armée. Lorsque les chefs pouvaient sacrifier leurs propres soldats pour le profit, le fondement même du service militaire était compromis. Et quelque part au Ballard Gun, dans des bureaux où des décisions affectant des soldats du monde entier étaient prises, de nouveaux protocoles étaient établis pour empêcher une autre opération marteau. Une autre trahison des guerriers qui confiaient leur vie à leur chef. Les comités de surveillance financière furent restructurés. Les canaux de communication furent sécurisés avec un cryptage supplémentaire. Et surtout, les programmes de protection des lanceurs d'alerte furent étendus pour encourager les soldats à signaler les activités suspectes sans crainte de représailles. Les changements allèrent au-delà des procédures bureaucratiques. Les académies militaires commencèrent à dispenser des cours sur le leadership éthique qui utilisaient des versions aseptisées du cas Fournier comme exemple de la manière dont la corruption pouvait infiltrer même les institutions les plus fiables. Les jeunes officiers apprirent à reconnaître les signes avant-coureurs d'un commandement compromis et l'importance de maintenir la loyauté envers leurs soldats avant toute autre considération. Le père de Léna, le sergent-chef Michel Dubois, était mort en essayant de protéger ses marsouins d'une menace qu'il n'avait que partiellement comprise. Sa fille avait accompli cette mission, utilisant le cœur qu'il lui avait donné pour alimenter une enquête qui a sauvé d'innombrables autres soldats de trahisons similaires. Le cœur transplanté était devenu plus qu'un miracle médical. C'était un symbole de la façon dont le sacrifice pouvait transcender la mort, comment l'amour pouvait alimenter la justice, et comment les liens entre guerriers s'étendaient au-delà des frontières de la mortalité. Les recrues qui avaient été témoins de la transformation de Léna au camp de Satori emportèrent leurs propres leçons dans leur carrière militaire. Ils avaient appris que les apparences pouvaient être trompeuses, que la vraie force portait souvent des visages humbles, et que les ennemis les plus dangereux n'étaient pas toujours ceux qui vous tiraient dessus depuis l'autre côté d'un champ de bataille. Parfois, ils étaient assis dans des bureaux du Ballard Gun, prenant des décisions qui traitaient les soldats comme des ressources jetables plutôt que comme des êtres humains dignes de protection et de respect. Le commandant Valois avait été promu et muté à un poste où il pouvait mettre en œuvre les protocoles de sécurité que l'enquête de Léna avait révélés comme nécessaires. Il gardait une photographie encadrée sur son bureau, montrant le moment où l'identité de Léna fut révélée, non pas comme un trophée de l'enquête, mais comme un rappel que les renseignements les plus importants venaient souvent des sources les plus inattendues. L'histoire de Léna Dubois et du cœur de son père ne serait jamais racontée dans les histoires officielles, classifiée trop profondément pour la consommation publique et trop douloureuse pour une reconnaissance institutionnelle. Mais elle vivrait dans les mémoires des marsouins qui comprenaient que certaines batailles ne finissent jamais. Elle trouve simplement de nouveaux guerriers pour les mener. Dans les conversations de chambrée et les moments calmes entre vétérans, le récit serait transmis comme un savoir sacré, murmuré autour d'un café de minuit et partagé pendant les longues gardes où le sommeil ne venait pas. Il deviendrait un rappel que les héros ne s'annoncent pas toujours en fanfare ou n'arborent pas leurs lettres de créance comme des insignes d'honneur. Parfois, ils arrivent vêtus d'uniformes déchirés et de visages humbles, endurant moqueries et abus tout en portant des secrets qui pourraient remodeler le monde. Ils viennent portant le cœur de leur père, à la fois littéralement et métaphoriquement, et un engagement indéfectible à protéger ceux qui servent à leur côté, même lorsque ces mêmes personnes les traitent comme des parias et des échecs.